Bonjour à tous, dans Critique Ciné, ancienne version numéro 16, et je vais commencer directement l'énumération des films de cette présente vidéo. Le premier film est Réparer les vivants, et c'est un film français qui est classé en genre psychologique, drame. Le second film est Silence ou Silence, il est classé en genre drame, psychologique, historique. Le troisième film est The Impossible, il est classé en genre biopic, drame, psychologique. Le quatrième film est Les Bien-Aimés, il est classé en genre comédie musicale, comédie, drame psychologique. Le cinquième film est Dalida, il est classé en genre biopic, donc film historique. Le sixième film est Buried, il est classé en genre thriller, drame psychologique. Le septième film est Kill Me Please, il est classé en genre comédie, comédie humour noir. Et le huitième film enfin est Mister Babadook, il est classé dans le genre fantastique, horreur, épouvante. Voilà pour le Critique Ciné ancienne version numéro 16. À bientôt pour le Critique Ciné ancienne version numéro 17. Et logiquement, à demain si je me tiens toujours à mon challenge. Je n'en peux plus de ce challenge, mais il faut que je le finisse pour être enfin à jour. Merci à vous et à bientôt. Le premier film est Réparer les vivants. Et de quoi ça parle? Eh bien, pour faire simple, parce que l'histoire n'est pas nécessairement simple, ça parle de Simon, qui est un jeune garçon de 10 à 18 ans, qui aime la vie, qui aime faire du surf, on voit un petit peu ses passions, on voit ses premiers amours, on voit voilà, la vie qui s'écoule. Et puis en revenant un jour avec ses amis en voiture, il va avoir un accident gravissime. Et cet accident gravissime va plonger Simon dans le coma. Il va se retrouver dans le coma. Un coma dans lequel il va rester un certain temps. Et puis les infirmiers, les spécialistes, les médecins autour de lui vont dire aux parents, vous savez, votre fils, vous pensez vivant, vous le voyez vivant, mais en fait, il est maintenu vivant parce qu'il y a une machine, mais réellement, il n'est plus vraiment là. On a quelque chose à vous demander, une proposition qui va être compliquée. Et on aimerait que vous y réfléchissiez. Il y a une dame quelque part, enfin, il y a quelqu'un quelque part, ils disent pas qui, je ne crois pas, mais il y a quelqu'un quelque part qui attend une greffe de cœur. Et donc, le cœur de Simon pourrait sauver cette personne. Et va se poser la question pour les parents, eh bien, de cette greffe de cœur, sachant que les médecins disent votre fils, il vous semble vivant, mais il n'est plus là, il est parti, quoi. Dès qu'on le débranche, il n'existe plus. Il est vraiment en vie de façon artificielle, mais nous, ce qu'on sait de ce qu'on a vécu en tant que médecin, en tant qu'infirmier, c'est que réellement, par contre, on peut redonner vraiment la vie à quelqu'un d'autre qui attend potentiellement un don d'organe. Donc ce film parle du don d'organe, même si avant, c'était un peu plus sensitif, puisque on n'était pas tous des potentiels donneurs d'organes, alors que maintenant, on l'est. Vous pouvez refuser, mais par définition, on est tous donneurs d'organes. Moi, à l'époque, je l'avais fait, je m'étais renseigné, j'avais une carte pour être donneur d'organes, je trouvais que c'était une bonne chose. Et maintenant, on l'est tous. Ce qui fait que se pose au moins ce type de questions. Moi, je trouve ça légitime d'aider quelqu'un, on est mort, voilà, on n'est plus utile à grand-chose. Peut-être perdure-t-il quelque chose comme l'âme, mais c'est pas notre corps. Si notre corps peut aider quelqu'un à vivre, ça ne veut pas être simple psychologiquement, évidemment, quelqu'un vivre avec le cœur d'une autre personne, mais dans l'absolu, si on peut aider quelqu'un à vivre, et d'ailleurs, il y aura des scènes très intéressantes par rapport à ça, on comprendra la culpabilité, la compassion, et puis en même temps le remerciement. Tout ça qui peut se mélanger dans la tête de quelqu'un qui reçoit, de quelqu'un d'autre qui est mort, mais qui lui donne la vie malgré tout. Enfin, voilà, ce film parle de ça, du don d'organes. Plutôt avec une belle psychologie, avec de la subtilité, et c'est un beau film. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, sur un thème difficile, le réalisateur Catel Quillevrel signe là un film intéressant, qui inévitablement nous interrogera sur nos propres croyances et nos choix. Et vous? Que feriez-vous en pareille situation? Le prochain film est Silence, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de deux jeunes prêtres jésuites
qui vont se rendre au Japon au XVIIe siècle, c'est important de le préciser quand même, la période historique, hein, pour retrouver leur mentor, leur père spirituel, le père Ferreira, qui a disparu alors qu'il tentait de répandre les enseignements du catholicisme au Japon. Il faut savoir qu'à cette époque, au Japon, le catholicisme, les chrétiens étaient très mal vus, et c'était très mal vécu, puisque pour eux, et à raison, ils avaient leurs traditions, leurs coutumes, leurs croyances, leurs dieux, leurs rituels, et donc ils ne voulaient pas que des hommes arrivent comme ça à les évangéliser, et à leur dire en quel Dieu ils devaient croire, à leur dire ce qu'ils devaient faire ou pas. Et c'est comme ça que les deux jeunes prêtres jésuites vont enquêter dans une terre qui leur est complètement hostile. Parce que les chrétiens sont à la fois, ils peuvent, s'ils repartent d'eux-mêmes, ils peuvent simplement faire demi-tour, mais ils peuvent aussi être persécutés, torturés, séquestrés, parce que les Japonais leur disent « on ne veut pas de votre religion, on ne veut pas de vos traditions, nous on a des racines, on a nos origines, et on n'a tout simplement pas envie d'en changer ». Et comme ça va se mener une espèce de combat spirituel entre ces deux jeunes hommes qui vont malgré tout tenter, tout en cherchant le père Ferreira d'imposer, je n'ai pas d'autre mot que celui-là, d'imposer leur tradition et leur culture à ce peuple japonais qui dit que lui ne veut pas et qu'ils ont leur tradition et que ça leur convient très bien comme ça. Et c'est là précisément que le film devient intéressant et presque métaphysique, et je pense que si on n'a pas du tout de visée spirituelle, il ne vous plaira pas. En tant qu'œuvre de cinéma, il n'est pas forcément super intéressant, c'est plutôt lent, mais il nous fait poser des questions sur la foi, sur qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que croire finalement aveuglement, parce qu'on dit Dieu, les gens, est-ce que vous avez des preuves de Dieu, est-ce que vous avez tous les jours des preuves de l'existence de Dieu, c'est une croyance, et bien ce film va remettre en cause toutes ces croyances, de façon assez brutale et frontale, c'est pourquoi je le précise, il n'est pas réservé à tous les publics. Il y aura des scènes qui n'hésiteront pas à être dérangeantes, mais qui peuvent se poser des questions sur la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Est-ce qu'on peut croire, et jusqu'où on peut croire en cette foi aveugle, finalement de quelque chose qu'on ne voit pas? Et il y aura notamment un élément intéressant dans le film, que je ne peux pas dévoiler, mais où vraiment ils vont être déstabilisés dans leurs croyances, des choses qu'ils ne pensaient pas possibles, et où on va leur expliquer que, voilà, je ne peux pas trop en dire, mais ils ont une explication à leur questionnement, à leurs réponses, mais pas nécessairement par le Dieu qu'ils implorent chaque jour. C'est comme ça que je pourrais le dire, et c'est comme ça que moi j'ai perçu le film, comme une interrogation avec Dieu, réellement. Pas celle de je sais plus le nom de Nietzsche qui a écrit le livre Conversation avec Dieu, de la vraie conversation avec Dieu, et de ce Dieu qui le plus souvent reste impassible et silencieux, il faut bien le dire. En tout cas, moi je le perçois. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, il n'est pas simple d'appréhender cette œuvre de Scorsese. A-t-il voulu simplement rendre connu de tous un fait historique? Ou s'agit-il pour le réalisateur d'un vrai questionnement sur le fondement de la foi, ou en tout cas de sa propre foi? Le film évidemment ne donne pas vraiment la réponse, mais il n'oubliera pas de nous rappeler que trop de fois, les dieux auxquels on prie restent désespérément silencieux. Le prochain film est Vœux impossibles, et de quoi ça parle? Eh bien ça nous parle d'une famille qui est en vacances en Thaïlande ou qui vit en Thaïlande, mais je crois qu'ils sont en vacances. Ils profitent d'un bain de mer, ils sont dans une piscine à l'air, ils sont dans une piscine dehors. Tout va bien, ils s'amusent, ils rient, ils plaisantent, les vacances sont agréables. Et puis au loin, on voit quelque chose qui est en train d'émerger, on voit quelque chose qui est en train d'apparaître. Et en tant que spectateur, on va le voir progressivement s'approcher. Et cette chose en question, c'est le tsunami qui a submergé la Thaïlande le 26 décembre 2004. Suite à ça, évidemment, tout va être détruit, tout va être ravagé, et cette famille va être séparée. Inévitablement, vous ne pouvez pas, si vous êtes quatre, rester ensemble. La puissance des vagues, la puissance du déferlement de tout cet environnement qui va s'écrouler autour ne peut pas. Et donc le film va nous raconter l'histoire de cette famille qui va être séparée et qui va tout faire pour se retrouver tout simplement. Et je vais pas en dire beaucoup plus, c'est un petit peu ça l'histoire du film, tout en sachant, et c'est intéressant, je m'en suis renseigné sur Allociné,
que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que cette famille, les noms ont peut-être été changés, mais il y a réellement une famille qui a vécu ce genre de choses, d'où à mon sens le nom du film veut impossible. Dans ce contexte, il y a des choses qui semblent impossibles et qui pourtant se sont vraiment passées, même si évidemment il y a eu beaucoup de morts et beaucoup trop de blessés, mais il y a quand même des histoires incroyables dans ce type d'événement. Et Vœu impossible, dans son genre, il fait très très bien le travail. C'est un bon film d'aventure, catastrophe évidemment, sensible, qui peut être dur, qui peut être, enfin voilà, c'est une belle œuvre, c'est bien institué. C'est aussi quelque part un hommage à toutes ces personnes qui ont péri ce jour-là. Bref, c'est vraiment un bon film, Vœu impossible. J'aime pas ce genre de film d'habitude, le film catastrophe, aventure, c'est pas mon truc. Mais là, je ne peux que m'incliner, je parlais du casting après, enfin voilà, tout est bon. Et je vais passer à ma conclusion. Le réalisateur Juan Antonio Bayona signe avec Vœu impossible un efficace film catastrophe, en même temps qu'un devoir de mémoire historique. À noter l'excellence du casting, avec dans le rôle des parents Ewan McGregor et Naomi Watts, et bien entendu des deux enfants, Tom Holland et Samuel Jocelyn. Donc il n'y aura pas de petite fille, j'ai pas eu une petite fille, apparemment c'était deux garçons, mais mes souvenirs sont un petit peu lointains. En tout cas, je vous conseille très largement ce film, Vœu impossible. Le prochain film est Les Bien-Aimés, et qu'est-ce que c'est? Avant de dire de quoi ça parle, eh bien c'est une comédie musicale. Donc si vous n'aimez pas du tout ce genre, a priori vous n'avez pas aimé. Ceci dit, c'est pas une comédie musicale comme on a pu le connaître par le passé, avec Les Parapluies de Cherbourg ou Les Demoiselles de Rochefort, où tout, si je ne me trompe, était chanté. Je crois que tout était chanté du début à la fin. Là, c'est un film où évidemment la musique aura une part très importante, mais où il y aura des dialogues, plutôt bien écrits, avec des bons acteurs, un bon casting, j'en parlerai un peu après. Mais donc, il y aura la réponse par des chansons, par des mélodies. Je trouve pas ça omniprésent, je trouve pas ça trop écrasant, mais de toute façon, moi j'aime bien les comédies musicales. Ça a certes un côté très désuet, mais bon, voilà, c'est un style que j'apprécie. De quoi ça parle? C'est pas simple. Parce que ça parle de différentes époques, et ça va parler du passé, et puis ce passé a une influence sur le présent, et puis évidemment, ce présent a une influence sur le futur. Ça va parler d'une jeune femme qui un jour va être courtisée par un jeune homme qui va lui demander combien ça coûte. Elle dit mais non, enfin monsieur, vous n'y pensez pas. Et puis finalement, les temps étant difficiles, aujourd'hui comme maintenant, elle va accepter, elle va faire des passes, elle va devenir une fille de joie, bien qu'avec une certaine valeur morale, une certaine éthique. Et puis elle va rencontrer un homme, ça va être son grand amour, sa grande histoire. Ils vont avoir un enfant, et après on arrivera dans le présent, et puis dans le futur. Enfin voilà, c'est une espèce de fresque musicale bien écrite, et moi j'ai bien aimé Les Bien-Aimés, tout simplement. Côté verso, j'aime le cinéma qui peut être regardé aussi bien qu'il peut être chanté. J'aime ces histoires de famille transrelationnelles, sur lesquelles le cinéaste mélomane pose un regard attendri. Enfin, devant l'excellence du casting, je ne peux que m'imposer. Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Louis Garrel, Milos Forman, Michel Delpech, sans compter les moins connus, mais tout aussi talentueux, Paul Schneider et Radivoj Bukvich. Bukvich, je ne connais pas. Ça va être un nom yougoslave, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour cette synthèse des bien-aimés. Le prochain film est une surprise, est une étonnante surprise pour ma part, puisque je ne suis pas spécialement fan de cet artiste. Ce film, c'est Dalida, c'est donc le biopic sur Dalida. De Dalida, je ne connais pas grand-chose, sinon une cousine à moi qui était fan lorsqu'elle était enfant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne référence. Et puis que j'ai redécouvert par Julien Doré, lors d'une prestation musicale, où il chantait « Moi je veux mourir sur scène ». Et où il disait à la fin qu'il avait compris l'intensité de ce message, et je l'ai compris moi aussi, finalement. J'ai eu envie de réécouter le morceau, j'ai compris l'intensité dramatique qu'il peut y avoir dans cette dame, et du coup, lorsque le biopic est sorti, j'ai eu envie de le voir. Et ça a été une très bonne surprise. Je pense même que ce film aurait été dans mon top 10 de l'année, parce qu'il m'a déstabilisé, parce que c'était bien foutu.
Parce que comme peut-être que tout n'est pas vrai, hein, comme pour le biopic de Queen et de Freddie Mercury, en tout cas, ce qui m'a été proposé m'a convaincu et m'a séduit. De quoi ça parle? Je pense que vous le savez tous, mais je vais essayer d'en parler un petit peu plus en détail quand même. Je vais éviter de vous dire de quoi ça parle, parce que vous connaissez quand même le personnage de Dalida, vous pouvez aller sur YouTube, vous en avez quand même entendu parler un peu, mais je vais vous dire en quoi le film m'a intéressé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va montrer des parts cachées d'elle, hein, de cette femme, donc je ne connaissais pas, et notamment de sa naissance au Caire en Égypte. On va voir comment cette petite fille va grandir progressivement, cette jeune ado, et puis qu'elle va progressivement se faire connaître des radios, et puis enfin voilà, on va avoir tout ce condensé de vie. Combien de temps dure le film d'ailleurs? C'est peut-être important de le signaler. Ouais, il dure 2h04. Il fallait tout ce temps pour nous montrer cette vie qui est complexe, qui est compliquée, et qui va nous montrer surtout cette noirceur, malgré elle, de la vie de Dalida, qui s'appelait pas Dalida, je ne sais plus son nom exact, hein, mais elle s'appelait évidemment pas Dalida. Parce que si Dalida était heureuse en chanson, qu'elle pouvait chanter l'amour, qu'elle était une femme populaire, qui a été invitée sur les plateaux de Drucker, qui était invitée à la radio, qui faisait les passages télé, en amour, elle a été très malheureuse. Elle a eu des amours très malheureux, notamment avec des hommes qui l'ont mal aimée. Elle a fréquenté, si je ne me trompe pas, le comte Saint-Germain qui va abuser d'elle psychologiquement, je veux dire, l'utiliser. Elle va être mariée avec un homme qui va se suicider, elle va avoir des amants qui vont mourir dans des conditions tragiques. Elle va vivre une vie de femme complexe, difficile, et même si on dit d'elle qu'elle était complexe et solaire, c'était aussi une femme d'une grande fragilité, d'une grande sensibilité, et je dois rappeler quand même la fin, elle s'est suicidée en 1987. Pour dire, dans une lettre d'adieu, je ne sais pas si elle l'a écrit, mais en tout cas dans le film, on peut la pressentir, la lettre, la lire, où elle explique que voilà, elle peut plus. Elle en peut plus de voir ses amours partir, elle en peut plus de voir les gens qu'elle aimait disparaître, et qu'il y a un moment où elle est fatiguée, épuisée, et qu'elle veut simplement elle aussi reposer éternellement. Et c'est en ça que j'ai trouvé le film intéressant, et j'ai encore mieux réécouté et recompris, parce que récompris ça ne veut pas dire, ça voudrait dire que j'ai écouté un morceau et j'ai compris, mais j'ai récompris donc un morceau, et donc je veux mourir sur scène, j'ai mieux compris toute la symbolique de cette femme, de cette gamine venue du Caire, qui n'était pas promis un grand avenir, et puis qui finalement, comme Edith Piaf un peu, hein, va s'émanciper de son milieu pour devenir quelqu'un d'important, tout en n'oubliant pas les racines et d'où elle vient. Et Edith Piaf est restée malgré tout, même si elle côtoierait maintenant les hommes politiques les plus éminents, et ceux qu'on aime certainement le moins, elle était restée une femme du peuple, et donc elle n'oubliait pas la petite fille qu'elle était. C'est en ça que j'ai bien aimé ce biopic, parce que je ne m'attendais pas du tout à l'aimer. C'est pas, je vous le dis, je n'aimais pas un best-of de Dalida. Je connais un ou deux morceaux que je peux prétendre aimer, voilà, comme ça, hein, clairement. Et puis à noter la performance donc la réalisation très bonne de Lisa Azuelos, la réalisatrice du film, et puis la performance de Dalida qui est jouée par Zveva Alviti, que je trouve excellente dans ce personnage de Dalida jeune femme. Enfin voilà, très bon film, très bonne surprise. Je redécouvre qu'il y a Nicolas Duvauchel dans le film. Ah oui, c'était peut-être lui d'ailleurs, le comte de Saint-Germain. Non, c'est pas ça, c'est pas lui. Enfin bref, je vois qu'il y a toute une palette d'acteurs que je reconnais, Jean-Paul Rouve, Orlando évidemment, son frère. Enfin voilà, peut-être qu'il a déplu aux fans de Dalida, qui vont dire non, mais c'était pas comme ça, moi je la connaissais pas, moi je suis pas de sa génération, et je valide le biopic pour les qualités que j'y ai trouvées et que j'ai aimées. Et je vais pas donner ma conclusion parce que finalement c'est compliqué sur un biopic de donner une conclusion. On sait même pas si ça s'est passé comme ça. Elle aurait écrit une lettre, oui, mais bon alors d'accord, si quelqu'un a eu la lettre et qu'il l'a lue, mais qui était dans la chambre au moment où elle écrit la lettre? Personne. Dans le film on est avec elle, mais réellement elle était toute seule. Et d'ailleurs c'est un petit peu le problème, c'est qu'elle était toute seule dans cette chambre et l'amitié sera débattue. C'est-à-dire qu'on pourra comprendre que Dalida, bien qu'entourée d'amis, ne se sentait pas entourée. De toute façon, elle aurait pu avoir tous les hommes du monde, tous les femmes amies du monde, elle n'aurait pas été plus heureuse pour autant.
Il y a des destinées comme ça, des gloires comme ça, liées à des souffrances du passé, où on peut donner tout ce qu'on aurait, et elle a eu au niveau matériel, je pense qu'elle dirait qu'elle a tout eu. Il reste malgré tout la grande peine du cœur, et ça, on ne peut pas la soigner. C'était ma conclusion pour Dalida, le biopic. Le prochain film est Buried. Et de quoi ça parle? Eh bien, sur l'affiche du film, vous avez écrit « Il a 90 minutes pour s'en sortir » et vous voyez un homme qui est enfermé dans un cercueil. Puisque ce film va nous parler de ça, de Paul, qui est un entrepreneur américain, qui va être pris en otage et qui va être enfermé dans une boîte. Évidemment, dans cette boîte, il y aura peu d'éléments. Il y aura sur lui, alors j'ai plus tous les souvenirs, mais a priori, un téléphone portable à moitié rechargé, ce qui est quand même pas pratique. Parce que si la moitié rechargée, j'appelle qui? Quelle est plus utile? Ma femme? Oui, ça peut être utile pour lui dire je vais mourir et que bientôt ce sera fini. Mais peut-être que si je veux être sauvé, c'est pas la meilleure des options. La police? Oui, bonjour à la police. Je suis enfermé dans un cercueil. D'accord, monsieur, vous êtes où? Je ne sais pas. Je pense. Hein, enfin, je soupçonne. Je suis dans un cercueil. Je suis enfermé. Je ne sais pas. Donc la police n'est peut-être pas non plus la meilleure des options. Les secours, bah, de même. Géolocalisation, il n'est pas sûr que vous ayez ça sur votre téléphone. Donc ce film, et interdit aux claustrophobes évidemment, va nous parler de ça, d'un homme qui se retrouve enfermé dans un cercueil pendant toute la durée du film pratiquement. Et la force de ce scénario, c'est que ça tient la route, et que c'est oppressant, et que ça rend claustrophobe, et que c'est bien foutu, et que c'est même pas un huis clos parce que le personnage il est tout seul enfermé avec lui-même, avec les angoisses, avec la peur, avec le sommeil qui vient pas, avec le sommeil qui vient et qui va amener des cauchemars, avec peut-être des rêves où on pense qu'on est dehors alors qu'en fait on l'est pas. Un petit peu comme dans 127 heures, hein, quelque part, où il y a des moments où le cerveau doit déphaser, et heureusement, c'est très bien comme ça, il part. Et puis après, on vient à la réalité du terrain. Vous pouvez penser que vous êtes en vacances, et puis vous êtes réveillé par une douce pluie, mais en fait, non, c'est simplement de l'eau qui coule du cercueil. Enfin, voilà. Je peux pas tellement parler plus de ce film. En même temps, il n'y a pas de spoil réellement. Hein. Ça parle de ça. Mais la réalisation est relativement incroyable parce que, tout comme un autre film comme ça, où il se passe pas grand-chose, Fun Game, les réalisateurs ont su rendre l'écriture assez intéressante, assez intelligente pour qu'on ait envie de le regarder jusqu'à la fin et en faire un truc dense, un espèce de thriller. Oui, il est classé en genre thriller d'ailleurs. Nationalité espagnole, ça m'étonne moins. Ils sont assez forts pour écrire ce type de scénario. Buried, c'est juste une réussite. Claustrophobique, angoissante. Alors thriller, certes, oui, effectivement. Côté verso, alors que certains pensent que le cinéma c'est avant tout un budget, des effets spéciaux, un casting de premier choix, le réalisateur espagnol Rodrigo Cortés pense, lui, qu'un bon film repose sur une histoire haletante, avec un suspense à couper le souffle, une tension omniprésente, et il est vrai, une bonne dose de masochisme. Et en vérité, ces deux types de personnes ont tout à fait raison, car le cinéma peut bien s'offrir les deux. Le prochain film est Kill Me Please, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle du droit de vie et de mort qu'on devrait tous savoir sur nos propres vies. Et que plutôt que saigner par le gouvernement, des gens soient obligés de se suicider à France Télécom dans leur entreprise même, ou qu'un agriculteur soit obligé de se pendre devant ses vaches qui doivent le regarder un peu hébété, on pourrait penser la vie autrement, et donc la mort, puisque certains veulent nous donner la mort sans nous donner le coup fatal, de choisir de dire « moi je veux mourir ». Parce que soit je suis malade, et donc voilà, j'ai pas envie de souffrir, ou même de façon philosophique, parce que je me fais trop vieux, parce que j'ai pas envie de vivre, tout simplement, parce que je prends des antidépresseurs depuis des années, pour telle ou telle raison, j'estime que j'ai plus envie de vivre, et donc je viens vous demander de mourir. Dans ce film, et dans ce cadre, on a le docteur Kruger qui est ouvert une clinique, où il va interroger les patients, il va dire « Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr ?» C'est quand même une décision sur laquelle on ne revient pas, vous avez bien compris qu'il n'y aura qu'un seul choix fait, et qu'une fois ce choix fait, eh bien, il sera trop tard. Donc les patients vont exprimer leurs besoins, vont exprimer ce pourquoi ils veulent mourir, et puis cette décision prise,
ils vont choisir aussi du processus de leur vie ou de leur mort, et en l'occurrence là plutôt de leur mort. C'est-à-dire que s'il a un rêve d'être avec une fille de joie très belle parce qu'il n'a jamais eu la chance d'être entouré d'une femme, eh bien il pourra pour cette nuit-là être avec une jeune femme blonde, aux yeux bleus, à forte poitrine, avec une coupe de champagne, tout en écoutant du Bach ou du Mozart. Alors évidemment, vous l'avez compris, ce film, il va déranger. Il risque de choquer, il est réservé à un public averti, et même les adultes. Ça qui est intéressant, c'est que d'habitude on dit ça pour les enfants. Par exemple, ce dont je te parle, je vais déconseiller aux enfants de regarder ça derrière la vidéo. Je ne voudrais pas qu'ils soient choqués. Mais là, en l'occurrence, même les adultes pourraient être choqués. C'est un film qui va poser des questions, des interrogations sur nos parts sombres, quelque part, avec humour. C'est de l'humour noir, pur et simple, c'est de l'humour au vitriol. Ça va dépeindre des situations, comme le disait Jérémy Ferrari, pour faire rire de quelque chose, il faut aller à fond dans l'extrême. Et pour qu'on pense pas que je suis par exemple antisémite, ou je suis tel ou tel truc qu'on a pu potentiellement donner à d'autres, eh bien il va aller à fond dans la caricature pour qu'on puisse se dire « bah non, c'est pas possible ». Eh bien ce film c'est un peu pareil, ça va aller à fond dans la caricature pour qu'on comprenne que c'est de l'humour. En même temps ça débat d'un sujet intéressant réellement, la vie et la mort, mais c'est quand même à réserver à un public averti, il est clair. Et je vais passer à ma conclusion de cet excellent film, moi j'avais adoré, c'est un film culte, que j'avais vu entre potes, c'est ça qui est bien. Quand on est seul, il peut faire réfléchir, quand on est entre potes, on peut se marrer, enfin voilà. Ça fait partie de ma bande de potes à moi, des films cultes. Et je vais passer à ma conclusion de Kill Me Please. Côté verso, il est connu qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ce film, Kill Me Please, va interroger nos pulsions morbides, tout en exploitant nos travers avec cynisme. Une très grosse dose d'humour noir. Cependant, passé ce cap de la bien-pensance, il devient dès lors une œuvre majeure du cinéma, totalement inclassable. Le prochain film est Mr Babadook, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous raconte l'histoire d'une jeune maman avec son enfant qui se nomme Samuel, qui a 6 ans. Et Samuel va pas très bien. Il est instable, il est complexe, il est nerveux, il peut même avoir des réflexes de défense, notamment depuis la mort de son père. Son père est mort dans des conditions tragiques, et Samuel, en fait, est perturbé, psychologiquement instable. Et notamment, il va dire à sa mère qu'il y a quelque chose qui l'angoisse énormément, il a des espèces de terreurs nocturnes liées à une créature qu'il nomme le Mister Babadook, et qui vient le retrouver la nuit dans ses cauchemars. Enfin, pour lui, c'est pas un cauchemar. Le Mister Babadook est réel, et lorsqu'il va se coucher, il est présent, il lui apparaît. Il va essayer d'en parler à sa mère, qui évidemment ne va pas le croire réellement, et puis progressivement, elle va se poser la question de l'existence de cette créature, parce qu'elle va commencer elle-même à pressentir des choses, à ressentir des choses, et à voir des choses. Et elle va questionner l'existence réelle de ce Mister Babadook, que l'on évoque par 3 mots. Mister Babadook, Dook, Dook. Et je vais passer directement à ma conclusion parce que je n'ai pas trop envie de parler plus du film que ça. Côté verso, sur l'apparence d'un banal petit film d'horreur, Mister Babadook offre au contraire une véritable expérience cinématographique, que certains comparent déjà à Rosemary Baby et aux classiques des années 70. Je ne n'oserais pas cette comparaison, mais il faut avouer que la réalisatrice, Jennifer Kent, a su malgré tout créer une œuvre dense, plus riche qu'elle n'y paraît, et qui apporte son lot de surprises sous forme de frayeur infantile bien réelle.